Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans les virées de l'été. Aujourd'hui, je suis à Apremont et je vais aller faire sur le lac un petit tour de paddle, mais vous allez voir d'une façon un petit peu plus sportive. Elodie, elle, va vous emmener à Faix-Moreau et découvrir cette ville minière. Mais tout de suite, je vous laisse avec Baptiste qui va vous parler botanique. Keep your stay thinking of me. Salut, aujourd'hui nous sommes au Sable d'Olonne sur le Remblai pour parler de quelques plantes que vous allez tous découvrir cet été en vous baladant dans les différentes stations balnéaires de Vendée. Nous allons les découvrir tout de suite. Première plante dont nous allons parler, le fameux Pittosporum taubira, que l'on appelait avant Euonymus taubira. Et oui, on le classait parmi les fusains. Mais ce n'en est pas un. Ce petit arbuste du Japon, qui fait quand même 2 à 3 mètres de hauteur assez facilement, sera assez repérable cet été grâce à ses délicates fleurs blanches jaunâtres au délicieux parfum. Ce pittospore du Japon, ou pittospore odorant, vous pourrez le rencontrer sous différentes formes. Par exemple, sous la forme d'un arbre. C'est une plante intéressante car elle ne perd pas ses feuilles. Et de plus, face mère, elle résiste très bien puisqu'elle résiste au fameux embrun au sel. Vous pourrez aussi voir le Pittosporum taubira nana, le même que tout à l'heure, mais en version naine, beaucoup plus compacte, adapté au petit jardin, et lui aussi fera une délicate floraison parfumée et sera persistant, idéal pour les petits jardins. Autre plante que vous allez probablement découvrir et probablement confondre avec la lavande, le Perovskia, que l'on appelle la sauge d'Afghanistan. Le Perovskia atriplicifolia est une plante méditerranéenne, c'est-à-dire qu'elle résiste très bien aux conditions climatiques arides et même au bord de mer. Comme de nombreuses plantes adaptées à la sécheresse, cette plante dégage un parfum, mais elle ne ressemble pas à la lavande. Je vous invite à la toucher et à sentir, vous verrez, son parfum est très particulier. Ce parfum, eh bien, c'est la sécrétion d'huiles essentielles, une adaptation qui va permettre à la plante de faire un nuage de vapeur et réfléchir les rayons du soleil. De cette manière, la plante va pouvoir moins transpirer, économiser l'eau, un sérieux avantage adaptatif. Autre avantage intéressant pour cette plante, elle va fleurir plus de 3 mois, contrairement à la lavande qui ne va fleurir environ qu'1 mois. Un avantage intéressant car elle fleurit durant l'été, à une période où les floraisons sont plutôt rares. Toutes les abeilles, bourdons et autres insectes pollinisateurs pourront être ainsi nourris. Je vous laisse avec Arnaud, on se retrouve tout à l'heure pour parler d'autres plantes typiques du bord de mer. Pour le paddle polo, vous avez 2 équipes de 3. Le but, ça va être de rester bien debout sur le paddle et avec les pagaies qui sont en forme de cuillère, on se fait des passes et le but c'est de marquer. Il n'y a pas de gardien, après c'est à vous d'élaborer votre stratégie. C'est bon, vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour une première manche de 10 minutes. Et quelques règles élémentaires, donc pas de coups de pagaie sur les copains. Après, on joue le ballon que quand on est debout sur la planche. On joue pas avec les mains. Le but, c'est de déstabiliser les copains et, pour récupérer le ballon, de déstabiliser, de se faire des passes et d'avancer pour marquer. So slowly, all so thin. As I begin rubbing others out, your state lasts alone in my skin.
Bastien, on vient de tester une toute nouvelle discipline en Vendée, et même c'est une discipline qui est née récemment, c'est le paddle polo. Oui, c'est D'où ça. ça sort? Alors c'est Starboard, la marque de stand-up paddle, qui lors d'un meeting dans un camping en Espagne, dans la soirée, ils se sont dit que dans la piscine, ils allaient faire une partie de water polo, mais sur des stand-up paddle. Du coup, c'est né comme ça, et au final, ils ont développé un terrain en structure gonflable pour vraiment délimiter le terrain qu'on peut placer un peu partout. Ouais, d'accord. Et ils ont développé aussi le concept de paddle, de pagaie en forme de cuillère. Pour récupérer le ballon en mode épuisette et se faire des passes et tirer au but. Et même les paddles ont des formes un petit peu particulières. Voilà, c'est ça, les paddles ont été aussi créés vraiment pour cette discipline-là, avec 3 dérives à l'arrière, donc une grande centrale, 2 petites de chaque côté et 2 devant, ce qui permet de pagayer dans les 2 sens. Voilà. Et quand on va en ligne droite, de garder la bonne direction. Mais ça existe depuis combien de temps alors? Ah, c'est vraiment très récent, ça doit faire 3 ans. Ouais, pas plus. Ouais, non, c'est vraiment très récent et en France c'est encore très peu développé, donc on a décidé de mettre ça histoire de compléter l'activité nautique sur le lac ici et d'apporter un peu plus de fun. Oui, parce que le paddle maintenant ça fait quelques années qu'on commence à connaître, ça vient à la mode, ça peut se pratiquer en mer, sur des plans d'eau calme, en balade. C'est ça. Et là il y a une dérivation, une nouvelle étape dans le jeu du paddle, qui est le jeu sportif justement. Ouais. Voilà, c'est ça, parce que c'est vrai que le paddle niveau balade ou yoga, bon, ça reste une pratique assez calme. Et là, ça apporte vraiment un côté jeu et un côté vraiment fun de la discipline. Et ça permet vraiment de bien s'amuser. Effectivement, parce que moi j'ai pratiqué un peu de paddle en mer ou dans les marais. Et là, j'ai retrouvé une sensation d'épuisement alors qu'on a fait 2 fois 10 minutes. On se dit c'est très court, mais comme on rame tout le temps à fond, c'est assez physique. Ah, c'est ça, c'est que des déplacements, des changements de direction. Donc il faut vraiment être sur ses appuis et tout le temps gainer sur le qui-vive entre l'équilibre, la rame et attraper le ballon, se faire des passes, plus les adversaires qui viennent un peu perturber l'équilibre. Donc c'est vrai que c'est vraiment fatigant en peu de temps. Ouais. Et donc c'est un sport avec des règles aussi. Bon, ça reste quand même assez loisir, mais il y a quand même des choses à faire et à ne pas faire. Oui. C'est quoi la règle de base? Il faut évidemment aller marquer dans le but adverse. Mais voilà, la règle de base, c'est comme tout sport d'équipe avec un ballon, quoi, hein. C'est récupérer le ballon, se faire des passes pour arriver jusqu'au but et marquer. Et après, bon, y a des règles élémentaires de sécurité qui sont ne pas taper les adversaires avec la pagaie. Mais le but, c'est quand même d'aller déséquilibrer pour éviter qu'ils arrivent au but trop vite et éviter de marquer, quoi. Oui, on peut les titiller avec la pagaie, foncer dedans. Foncer dedans en paddle, tout en restant gentil. Ouais. Et par contre, on joue le ballon que quand on est sur le paddle. Dès qu'on tombe, et debout. Ouais, à genoux, on n'a pas le droit. Voilà. Bah après, c'est des règles qu'on instaure vraiment nous, parce qu'il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de règles, on va dire, officielles dans la discipline. Oui, il n'y a pas encore de championnat, de fédération. Pas encore. Mais ça viendra peut-être. Ouais, au rythme où ça se développe, ça ne m'étonnerait pas que ça vienne vite. Ouais, c'est assez grisant comme sensation, et ça permet aussi de jouer, de venir vraiment entre copains, et même se faire des petits affrontements, établir des petites stratégies aussi. On est plusieurs, donc on peut se répartir un petit peu sur le terrain, qui va plus défendre son but. Vous, c'est la première année que vous l'avez mis en place. Oui. Quelles sont un petit peu les sensations que les gens ont pu découvrir là-dessus? Alors nous, dès qu'on l'a installé, on a organisé un petit tournoi pour essayer d'attirer du monde et de faire connaître un peu la discipline. Et on a eu beaucoup d'équipes de vraiment novices, même des gens qui n'avaient jamais fait de paddle. Et du coup, ils ont trouvé ça très abordable au niveau de la pratique et surtout vraiment très marrant, quoi. Ouais. C'est vraiment ce qui est ressorti, que c'était vraiment fun, on prenait vraiment beaucoup de plaisir tout de suite, sans parler de la performance en tant que telle, quoi. Ouais, c'est ça qui est sympa aussi, c'est que finalement on se chamaille, on se titille et on n'hésite pas même à plonger dans l'eau. Au début, on a un petit peu de mal à se mettre dedans, mais finalement, l'eau est bonne. Et puis, ça fait partie aussi du jeu, de faire des plongeons. Et c'est cette sensation aussi qui est très agréable, d'être un peu libre, de tomber dans l'eau sans se faire mal et de jouer avec les copains. On peut jouer avec les enfants aussi. Est-ce que vous avez des jeunes qui peuvent pratiquer? Pour l'instant, on n'a pas eu d'enfants, mais oui, je pense que dès 10-11 ans, ça peut être praticable pour les jeunes. Après, petit, c'est plus compliqué au niveau pour manœuvrer. La planche est quand même assez grande, donc il faut quand même avoir un peu de force. Mais non, c'est vraiment très abordable même pour les enfants. C'est vrai que le côté aquatique, qu'on soit petit ou grand, ça c'est quelque chose qui attire tout le monde. Donc c'est vraiment bien pour ça.
Merci beaucoup Bastien pour avoir fait l'arbitre de ce match et nous avoir fait découvrir cette discipline. Moi je vais vous laisser tout de suite avec Elodie, elle s'est rendue à Fémoro et vous allez visiter cette petite cité minière. Au sud du bocage vendéen, dans le village de Fémoro, le temps semble s'être arrêté. Ici, de 1827 à 1958, vécurent des hommes qui subvenaient aux besoins de leur famille, au péril de leur vie. Là, on est haute terrasse. Donc les hautes terrasses, c'était des bâtiments, des logements de mineurs. Hein. À la base, tous étaient avec cette même configuration. Donc vous aviez une maison qui était relativement étroite, avec une chambre à l'étage. Et en face, vous aviez le jardin, qui est dans la descente, où chaque mineur avait la possibilité de cultiver son propre jardin. Ces petites maisons étaient la propriété de la Société des mines de Fémoro, qui exploitait le charbon. Comme beaucoup d'anciens bassins miniers, le village a été construit de manière à reproduire la séparation des classes. Un peu plus haut se trouve l'ancien quartier de la direction. Sur votre gauche, vous aviez tout ce qui était bureau, tout ce qui était administratif de la mine. Et sur la droite, c'était le logement de fonction du directeur de la mine, avec un parc arboré qui était superbe. Et pour le grand luxe pour l'époque, il y avait une piscine et un tennis. Les ingénieurs, les géomètres et les médecins habitaient également ce quartier. Un peu plus en contrebas se trouvait un autre quartier, celui des bas de soie, destiné là encore à une autre classe sociale. C'est là où il y avait tous les contremaîtres. Et d'où le coron des bas de soie, parce que comme ils avaient une rémunération supérieure à l'ouvrier, ils avaient les moyens d'acheter pour leurs épouses des bas de soie. En plus de ces habitations, la Société des mines a construit ici un hôtel, lieu de fête pour les travailleurs, une école pour les enfants de la famille et une église. Des infrastructures indispensables à la vie des mineurs, de plus en plus nombreux au fil du temps. Au début, on a pris de la main-d'œuvre sur place, donc forcément, on a fait appel à des ouvriers agricoles. C'était assez facile puisque les ouvriers mineurs gagnaient un peu plus que les ouvriers agricoles. Et puis petit à petit, la manœuvre ayant augmenté, on a fait appel à de la main-d'œuvre même étrangère au moment de la Première Guerre mondiale, puisque beaucoup d'hommes français étaient à la guerre. On a fait venir de la main-d'œuvre des pays de l'Est, du pays du Sud. Plus de 10 nationalités ont travaillé à un moment donné sur les mines de Fémoro. Parmi ces ouvriers étrangers recrutés par la mine, beaucoup étaient originaires de Pologne. Ela Patla est le fils d'un de ces anciens mineurs polonais. Lui est né en France et a grandi ici, dans cette maison, où il habite encore aujourd'hui. Petit, il se souvient d'un village animé où les différentes nationalités se côtoyaient peu. On se voyait entre amis polonais et je n'avais même pas connaissance de l'existence de la langue française puisqu'on ne parlait que polonais. Et donc j'ai découvert que je vivais dans un pays qui ne parlait pas le polonais en allant à l'école primaire. Aujourd'hui, l'histoire minière de Fémoro ne se laisse pas oublier. Un musée dédié aux gueules noires a été construit dans le village. Actuellement fermé pour des travaux de rénovation et d'extension, il sera à nouveau ouvert au public au printemps 2018. Allez, tout de suite, je vais vous laisser retrouver Baptiste. Moi, je vais me reposer un petit peu, tranquillement, je vais me balader en paddle. Parce que le polo, là, physique, hein. Nous voici sur le remblai des Sables d'Olonne pour reparler des plantes de bord de mer et d'une plante emblématique que vous allez tous croiser cet été, la fameuse agapanthe. Les agapanthes sont des plantes vivaces à souche rhizomateuse, c'est-à-dire qu'elles vont repousser chaque année. Mais elles ne sont pas originaires d'Europe, elles sont originaires d'Afrique.
elles préférant donc des sols bien drainés, une condition chaude, bien ensoleillée, pour bien fleurir cet été. Il en existe de multiples espèces aux rusticités différentes. Attention, les plus rustiques descendront jusqu'à moins 15 degrés. Les moins rustiques ne résisteront pas au gel. Faites donc bien attention. Mais vous pourrez par contre choisir leur coloris, d'un bleu tendre jusqu'à un bleu foncé, presque noir, et même jusqu'au blanc, on la découvre tout de suite. Cette variété blanche, la voici. Il ne s'agit pas vraiment d'une variété différente, il s'agit simplement de la bleue, mais albinos, une variété qui est donc une curiosité naturelle qui a perdu sa pigmentation. Intéressant tout de même au jardin pour avoir de jolies fleurs délicates et blanches. Une des autres plantes stars de l'été, eh bien, il s'agit de la Gora. Une plante remarquable, elle pousse dans des sols secs et même ingrats, surtout non humides. Mais elle va se parer de fleurs pendant plusieurs mois, ce qui lui donne un attrait estival remarquable. Son nom, Gora, vient du latin goros, qui signifie magnifique, fier. On le comprend en regardant ses fleurs délicates blanches et qui rappellent un papillon avec ses antennes. Elle est originaire du Texas, du sud-ouest des États-Unis, et elle s'est naturalisée au Mexique. En France, elle est tellement poussante que là aussi, elle est capable de se naturaliser. Comme le Perovskia tout à l'heure, eh bien, cette floraison estivale va être mellifère. Elle va permettre aux abeilles, aux bourdons et même aux papillons cette fois-ci de pouvoir se nourrir durant l'été. Voilà, je vous invite à regarder toutes ces plantes exotiques durant vos balades cet été. Et comme je le dis souvent, restez curieux! Cette émission des virées de l'été touche à sa fin. J'espère que vous aurez envie d'aller vous défouler un petit peu en paddle polo. Après, vous pourrez profiter du spectacle en wakeboard ou vous mettre à l'eau si vous avez encore la condition physique. Moi, je vais me reposer et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!